François Ekal nous dit que ce sont les dépenses de retraite et de santé qui progressent le plus. Mais Ludovic, est-ce que c'est pas normal dans un pays qui vieillit? L'INED a publié ce matin, l'Institut national de démographie, une note de conjoncture qui confirme un basculement historique. En 2024, le solde naturel de la population est devenu nul pour la première fois depuis plus d'un siècle, hors période de guerre. Ça veut dire que la population va être amenée à décroître. Enfin, s'il n'y a pas de solde migratoire, en tout cas. Et s'il n'y a pas de solde migratoire. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette note? Elle reflète un peu nos sujets budgétaires aussi. Elle documente en partie des paramètres que vient de partager François. C'est-à-dire que la France, finalement, n'a pas su ajuster des paramètres sociaux dans un pays qui est en train de vieillir. Alors, c'est une bonne nouvelle. Hein. Je veux dire, c'est une bonne nouvelle qu'on vive plus vieux. Oui. C'est une bonne nouvelle qu'on a un accès à la santé et autres. Maintenant, c'est le coût de ce choc démographique qu'on est en train de vivre, j'allais dire, au plan politique, y compris d'ailleurs dans des mesures qui ont été prises ces dernières semaines, tant au Parlement au budget, parce que quand même, on est quand même rentré dans, j'allais dire, des mesures où on voit bien le pays vieillir, en faveur des retraités, et très peu, ce pays ne parle plus à sa jeunesse, ce qui est une vraie question, mais c'est un autre débat. Sur la note de l'INED, ce qui est intéressant, c'est que, alors, ce qui était un atout, j'allais dire, historique de la France, honnêtement. C'est-à-dire qu'il y avait l'Irlande aussi qui était un peu là. C'est-à-dire que la France est en train de rejoindre progressivement le vieux continent qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Voilà, c'est une réalité. Et qui voit ce choc démographique en train d'agir. Il y a des questions fondamentales. Je renvoie sur une autre étude qui a été faite, enfin qui est un baromètre qui a été lancé par l'Assemblée nationale la semaine dernière sur un peu les causes de cette baisse de la natalité. Et c'est là où on boucle l'histoire par rapport au budget. C'est-à-dire qu'on voit que cette baisse de la natalité, elle est liée avant tout, quand on interroge les citoyennes et les citoyens, aux paramètres économiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans un monde dans lequel les gens ont du mal à se projeter, un monde d'incertitude, un monde avec des enjeux géopolitiques, des enjeux, des craintes sur l'emploi et autres, j'allais dire, quand on a moins d'espoir, il y a moins d'enfants à la clé. Et il y a un chiffre, alors moi, qui va vraiment marquer, c'est sur le deuxième enfant. Parce que c'est cette différence. J'allais dire un monde dans lequel on ne peut plus s'acheter une deuxième ou troisième chambre aussi, une pièce supplémentaire. Le logement est quand même un sujet majeur. Sur le deuxième enfant, 42% des Français répondent que la question, elle est économique aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comment avoir 10 mètres carrés en plus pour accueillir un enfant dans un monde où le prix de l'immobilier grève de plus en plus le budget. Et là, ça fait partie des vraies questions. Et c'est là où, j'allais dire, le spectacle budgétaire est sûrement mauvais. C'est-à-dire qu'on aurait pu, au sein de ce grand débat qu'on a depuis la rentrée, imaginer aussi des inflexions, des volontés en termes d'investissement sur des ruptures technologiques, sur le choc démographique qui vient. Sur le monde tel qu'il change, effectivement. On a fait que bricoler, et à la fin, la seule bonne idée, c'est qu'on dit, tiens, on va transférer 4,5 milliards de la Sécu au budget de l'État. Allez, pif, paf. Du budget de l'État vers la Sécu. Voilà, exactement. Donc voilà. Roland c'est dire, malheureusement, je vais le dire comme ça, là, mais c'est dit. C'est-à-dire qu'on voit où sont les problèmes, on les laisse, je vais dire, suppurer. Et quand ils sont vraiment très très forts, on fait un one-shot. Parce que souvent, on compense pas par des recettes et des dépenses. Dans différents pays, j'ai vu, on vend certains actifs de l'État et on comble un trou. Mais si vous les vendez, vous appauvrissez en même temps. Mais par contre, on n'adresse pas le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon structurelle. Notez d'ailleurs qu'au niveau de l'Europe, et la France y a quand même largement contribué sur le nouveau pacte de stabilité, puisque cette négociation s'est faite à un moment donné pratiquement que les Allemands et les Français dans la dernière mouture, parce qu'il y avait une échéance qui devait être fixée pour pouvoir leur négocier il y a quelques années. Et les Français ont été pour un assouplissement que les Allemands, vous n'êtes pas étonnés, n'étaient pas nécessairement prêts à accepter. Mais le pire aujourd'hui, c'est que les mesures d'assouplissement qui devaient certaines, comme par exemple dire si on a un problème par rapport au déficit excessif, c'est 4 ans et pas 7 ans, c'est devenu automatiquement dans la tête française, et pas que, honnêtement, 7 ans. Et en plus, on n'est même pas sûr qu'après 7 ans, on va y arriver quand même. Alors, les plafonds deviennent des planchers. Et alors, vous voyez, trop là, souvent. Au niveau de l'Europe, il faut quand même, je pense, pouvoir le dire, ou l'observer en tous les cas. Et je ne critique personne, mais c'est ce qu'on observe, c'est qu'on voit que quand on est un grand pays, la manière dont on peut s'asseoir sur des décisions qu'on a soi-même voulu mettre en place est tout à fait différent qu'un petit. C'est-à-dire qu'un petit, on a plutôt tendance à le secouer
et un faible aussi, même s'il est en population importante, mais faible au niveau économique ou richesse. Et donc aussi, on voit les limites de l'Europe à ce niveau-là, parce que c'est vrai que la France a souvent dit, dans toute cette période compliquée et avant le nouveau pacte de stabilité, ce que les technocrates de Bruxelles disent, c'est leur problème, mais nous, on fait quand même ce qu'on veut. Et ce qu'on veut aussi en termes de déficit. Et pour le moment, l'image, par rapport aux efforts de certains pays qui essayent de revenir dans les clous, avec des mesures difficiles à faire passer dans la population, d'un pays qui a été plus à la négociation, comme la France, dans le nouveau pacte de stabilité, fait évidemment que les autres disent « Attendez, on nous prend pour qui ? Nous, on fait les efforts parce que c'est ce qui est prévu, et il y a un grand pays à côté, lui, qui nous explique qu'il va les faire, mais en déviant. » Parce que, vous savez, ça j'ai souvent entendu en France, c'est on monte plus ou on descend plus pour mieux remonter. Et ça, c'est clair que c'est inaudible pour une partie de l'Europe qui, elle, essaye de faire les efforts. Par contre, vous le voyez aujourd'hui dans différents pays en Europe, ceux qui ont fait des efforts et qui s'y sont tenus, ils obtiennent des résultats plus importants et ils peuvent corriger. On le voit avec tous les pays du Club Med, effectivement. Mais je reviens aux questions démographiques. Il y avait une étude passionnante du Trésor publiée il y a quelques jours qui indiquait que cette question, pourtant majeure, de la démographie en France était quasiment absente des documents budgétaires. Ils ont étudié toutes les occurrences depuis 15 ans. Les sujets concernant la démographie, c'était 0,05%. Je cite le chiffre de mémoire, mais 0,05% des occurrences dans les documents budgétaires. Comment on explique ce grand absent, François Eckhall ? C'est un rapport de la Cour des comptes. Pas du Trésor. Ah, peut-être. La Cour des comptes a publié un rapport sur démographie et finances publiques il y a la semaine dernière, voilà, il y a quelques jours, et en effet mettait en évidence que dans les documents budgétaires ou de programmation budgétaire à moyen terme, les programmes de stabilité, permet de se projeter dans l'avenir et de préparer. Le mot démographie n'apparaît pas. Moi, ça m'étonne que modérément, parce que en fait, ça ne me choque pas particulièrement, parce que la démographie, tout ce qu'on vient de dire, c'est très important, mais c'est du long terme. Ça conditionne tout. C'est pas à l'horizon de l'année prochaine, dans les documents budgétaires, sur le projet, des documents, les rapports annexés au projet de loi de finances, à l'horizon de l'année prochaine, la démographie, elle est donnée, quoi. On sait à peu près de combien va augmenter la population active, voilà. Donc, ou baisser à partir de maintenant. Il n'y a pas besoin de détailler ça énormément et de rappeler, voilà, donc je comprends. Et même à un horizon de 3 ans, 4 ans, etc., les données démographiques, elles sont données. Voilà, ça fait partie, on sait que la croissance potentielle, c'est la somme des gains de productivité, de la croissance de la population active. Oui. Donc on a des hypothèses, voilà, on sait qu'à peu près... Avec là, pour le coup, le Trésor qui a révisé à la baisse la croissance potentielle de la France à l'avenir de 1,3 à 1% seulement. Voilà, mais je comprends. Mais c'est majeur comme choc, François, non ? C'est important, mais c'est pas non plus l'essentiel, voilà. Et puis bon, plus de toute façon, dans ces documents de programmation à moyen terme, il n'y a pas grand-chose en réalité. Ah, bon, voilà, comme ça c'est dit. Si c'était le seul oubli, concentrons-nous sur les efforts de court terme. Il y a plein d'autres choses qui manquent et pour lesquelles on ne dit rien dans ces documents. Il y a rien. Voilà, les documents de programmation à moyen terme, c'est des documents politiques dans lesquels le gouvernement annonce qu'il va ramener le déficit public à 3% du PIB à telle échéance. Il n'y a rien derrière. Il n'y a jamais rien eu, de toute façon, depuis toujours. Donc ça ne m'étonne pas. Voilà. Mais juste une phrase, quand on parle de la démographie, mais on ne fait même pas suffisamment attention à la pyramide des âges. Parce que si on y avait fait attention, on aurait bien vu le problème des retraites venir, le problème du vieillissement de la population, le problème de l'espérance de vie qui croît, le problème de la durée. On en parlait déjà il y a 20 ou 30 ans. Non, mais je veux dire, à partir du moment où on ne fait pas attention à des faits et qu'on essaye de dire à un moment donné l'immigration, alors qu'on sait que c'est à la marge par rapport aux projections qu'on a, on sait qu'on va dans des problèmes plus graves à chaque fois. Mais comme on se met déjà dans des états de déficit qui ne tiennent pas compte de ces effets-là qui arrivent, chaque fois, on a une bonne raison de justifier un déficit encore plus élevé pour quelque chose d'exceptionnel, alors que ça ne l'est pas. Je rebondis sur ce que dit François, je l'entends sur la démographie, mais je pense qu'en même temps, cette note de la Cour des comptes, elle pointe aussi la faiblesse du monde politique. C'est-à-dire que je pense sincèrement que les Françaises et les Français attendent du monde politique aussi des projections. C'est-à-dire une forme de réalisme, de se dire voilà les défis qui vont être les nôtres sur le plan de l'énergie, de la souveraineté. On l'a vu sur un peu de visibilité, on l'a vu sur le budget de la défense, où il y a eu une entente très cordiale en disant maintenant il faut rentrer dans une période d'effort. Et il y a une sorte de tabou politique de pas se dire tiens, la France va avoir un problème démographique. On y est parce que
qu'à force, on dit oui, c'est de long terme, mais le long terme, il est en ce moment en train de se jouer. On a un pays qui est en train de vieillir à grande vitesse. Oui. On a un coût de la dépendance en termes de santé. C'est pas que les retraites, c'est toute une société qu'il faut repenser. Et aujourd'hui, chaque Français le vit, le ressent. Il y en a tous des seniors dans nos familles. On voit tous l'équation, les questions que ça a posées. Pourquoi il y a le niveau aujourd'hui en partie de l'épargne est-il aussi élevé en France? Il y a certes, il y a l'incertitude et tout ça, mais il y a la gestion de la vieillesse qui est en train d'apparaître. C'est une réalité. Comment je vais finir mes jours dans ce pays? Oui. Et c'est une vraie question en termes de financement, et c'est de l'argent qui dort parce que l'État n'envoie pas de signaux. Oui. Mais une remarque quand même par rapport à ce que vous avez dit sur le côté dépenses militaires, ça c'est les superbes dépenses, c'est là pourquoi? Parce qu'on les met en endettement. Et on oublie de dire à la population qu'un char qui coûte 1000 ou un avion qui coûte 1000 ne va pas coûter 1000. Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent, il va coûter 1000 plus les intérêts qu'on va mettre dessus. Et à mon avis, à la vitesse où on va le rembourser, il va peut-être coûter 2 ou 3 fois le prix. Et si on dit à ce moment-là, vous voyez les jeunes, on va se réarmer, on ne va rien payer nous, ou très peu, mais vous verrez bien à quel taux ça donnera. Et il faudra peut-être un jour s'inquiéter qu'on l'a fait tout à l'endettement. Donc, dès qu'il s'agit de mesures où on peut les faire passer comme investissement, et c'est vrai, l'investissement militaire, c'est un investissement, c'est beaucoup plus facile. Alors là, on a un accord de tout. Maintenant, si on devait dire tout de suite, écoutez, il y a une partie qu'on met en investissement, mais il y a une partie qu'on budgétise tout de suite pour éviter de payer de l'argent sur ce que j'ai dit juste avant, sur emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent, et ça augmente donc le coût du matériel militaire. Vous verriez à ce moment-là qu'il y a des gens qui trouveraient peut-être que parfois, il faut être plus compatissant, je dis peut-être, avec les Américains, parce que ça nous éviterait éventuellement, parce que quand on augmente les efforts, c'est à ce moment-là que des gens trouvent qu'ils en font déjà beaucoup. Et vous avez 2 catégories de gens qui font des efforts, c'est ceux qui font déjà des efforts et qui disent, comme on voit comment l'argent public est géré, j'ai pas envie d'en faire plus, donc je ne veux pas payer. Et il y a ceux de l'autre côté qui estiment qu'avec ce qu'ils ont net dans leur poche, ils ne voient pas les fruits de la croissance pour le peu qu'il y en ait. Et donc vous avez une équation... Que des insatisfaits. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, comme on l'a dit tous les trois, les mesures courageuses, d'abord, elles peuvent s'apprécier dans le temps, mais il faut d'abord pouvoir les initier avant que les gens courent dans la rue en disant scandale, quoi. Pour terminer sur une note positive, l'INED constate quand même une très forte hausse des mariages. 247 000 mariages en 2024. C'est le plus haut niveau depuis le début des années 2010. Donc il y a quand même encore des envies de famille. Encore faut-il pouvoir se payer une chambre pour le deuxième ou troisième petit. Je vais refroidir, ça y est, les arbres. J'essaie pourtant de porter un peu d'optimisme. Ce qui marque aussi, c'est l'âge moyen à laquelle on se marie aujourd'hui. Oui. C'est 36 ans pour les femmes et 39 ans pour les hommes. C'est-à-dire à quel point on voit aussi l'entrée dans la vie. Alors il y a des remariages et tout ça, mais on voit quand même que l'entrée dans la vie, le fait de se poser et tout ça, devient un cheminement de plus en plus long. Oui. Et le fait de s'installer. Et ça joue sur la natalité, très sincèrement. Écoute, bien. Merci.